On a la connexion ? Oui. Donc on va reprendre la communication de Louis L'Enfant sur l'influence du polymorphisme génétique. Sur l'influence du polymorphisme génétique sur l'évolution des tumeurs de la vessie n'infiltrant pas le muscle. S'il répond. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc je vous laisse faire votre présentation. Alors pour faire votre présentation, vous allez sur les 3 petits points en haut. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous avez partagé l'écran. En haut à droite. Partagez l'écran. Au préalable, vous pouvez lancer votre présentation PowerPoint. Et après, vous sélectionnez votre présentation. Vous sélectionnez l'écran qui se présente et après vous pouvez partager l'écran en fait. Donc sélectionnez votre présentation. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis très heureux de vous présenter le résultat du travail de master réalisé l'année dernière au sein du laboratoire du professeur Cusno à Thonon, à Paris. Donc c'est un travail qui portait sur l'influence du polymorphisme génétique sur l'évolution des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle. Donc en Europe, 75% des tumeurs de vessie sont non infiltrantes au diagnostic et cette population de patients qui ont des tumeurs de vessie non infiltrantes est très hétérogène. Le risque de progression, le risque de récidive parmi ces patients va et a été évalué par une étude de l'ORTC en 2006. Il n'y a pas eu d'études spécifiquement liées à ça depuis, et les facteurs de risque de progression et de récidive identifiés sont des facteurs cliniques et des facteurs anatomopathologiques. Parallèlement à ça, il y a eu plusieurs études génétiques qui ont permis d'identifier ce qu'on appelle des SNP associés aux tumeurs de vessie, associés au risque de développer une tumeur de vessie. Alors qu'est-ce qu'un SNP? C'est un single nucleotide polymorphism en anglais, et c'est une variation en fait d'une seule paire de bases du génome entre individus d'une même espèce et dans une proportion supérieure à 1% de la population. Donc, je vous l'ai dit, plusieurs SNP associés au risque de développer une tumeur de vessie. Ça nous amène à une hypothèse qui serait qu'il pourrait exister des polymorphismes génétiques associés à un risque de développer une tumeur de la vessie qui serait plus grave, avec un risque de récidive et ou de progression plus élevé. Notre objectif est donc d'identifier ces polymorphismes associés à la gravité, à la récidive et à la progression des tumeurs de vessie non infiltrantes du muscle. L'enjeu dans la méthode est d'améliorer la survie globale des patients atteints de tumeurs de vessie non infiltrantes et ainsi de personnaliser la prise en charge des patients en fonction de leurs caractéristiques génétiques, mais aussi de leurs caractéristiques cliniques et anatomopathologiques. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude à partir d'une cohorte qui a été constituée depuis 2010 à l'hôpital Thonon, où il y a 476 patients atteints de tumeurs de vessie qui ont été inclus. Notre étude s'est séparée en 2 phases. La première phase était l'étude de 165 patients qui ont été inclus dans une étude de GWAS, donc c'est des études de Genome Wide Association Study, qui en fait permettent de génotyper les patients pour un très très grand nombre de polymorphismes génétiques. Dans cette étude, 500 000 polymorphismes génétiques ont été testés pour chaque patient. Et donc l'objectif de cette première phase, c'était d'identifier des polymorphismes génétiques associés au risque de tumeur de la vessie agressive chez ces patients en réutilisant les données du génotypage issues d'une étude GWAS. La deuxième phase de notre étude a eu pour objectif de valider les polymorphismes identifiés lors de la première phase, et les polymorphismes qui avaient la plus forte association statistique avec la gravité ont été testés individuellement pour la gravité, la récidive et la progression dans une cohorte de validation de 311 patients atteints de tumeurs de vessie non infiltrantes. Donc pour les 476 malades, nous avons recueilli des données et puis ensuite nous avons fait une analyse statistique en 3 étapes pour les patients inclus dans la cohorte d'apprentissage, ceux qui ont été inclus dans l'étude de GWAS. Cela nous a permis d'identifier les polymorphismes associés à la gravité. Dans la deuxième
deuxième partie de l'étude, nous avons extrait l'ADN de tous les patients de la cohorte de validation, puis génotypé ces patients pour les polymorphismes d'intérêt, ce qui nous a permis de réaliser différents types d'analyses statistiques sur, d'une part, la cohorte de validation, et d'autre part, sur la cohorte globale, incluant la cohorte de validation et la cohorte initiale. Donc nous avons recueilli des données cliniques, des données anatomopathologiques et des données de suivi pour chacun des patients. Ensuite, pour les patients de la cohorte de validation, nous avons procédé à une extraction d'ADN, donc en faisant une liste des globules rouges, une liste des globules blancs, puis en précipitant les protéines, ce qui nous a permis d'obtenir la méduse d'ADN qui allait servir à notre génotypage. Le génotypage a été fait selon la technique PCR-Tachman qui se passe en 3 étapes. La première étape est la dénaturation de l'ADN qui permet d'ouvrir finalement les 2 brins d'ADN et ainsi les amorphes et les sondes qui sont spécifiques d'un génotype, un polymorphisme donné, s'hybrider de manière spécifique en fonction du génotypage du patient. Lorsqu'il y a hybridation, l'enzyme appelée la Taq polymérase va permettre de synthétiser un brin néoformé 3' en 5' jusqu'à la sonde hybridée. Et si elle rencontre à un moment la sonde spécifiquement associée, à ce moment-là, elle aura une activité 5' exonucléasique qui permettra de libérer la fluorescence lorsque la sonde est parfaitement hybridée au brin libre. Donc ça nous permettait à grande échelle de savoir le génotype de tous nos patients. Donc le génotypage a été fait en 3 phases. Concrètement, nous avons préparé les plaques sources pour chacun des malades, préparé les plaques de PCR, dans lesquelles on rajoutait le matériel nécessaire à la PCR quantitative, puis la 3e phase était la véritable phase de PCR, Polymerase Chain Reaction, qui permettait d'amplifier et de quantifier la fluorescence pour chacun des patients. Cette phase était réalisée dans un appareil spécifique de PCR quantitatif qui nous permettait de passer 80 fois d'échantillons en même temps. Les résultats. Donc, déjà, notre population était constituée de 476 malades, 165 pour la cohorte GWAS et 311 pour la cohorte de validation. Et ces groupes étaient comparables, et notamment comparables sur la gravité, qui était notre critère principal d'évaluation. Donc, c'était important que les groupes soient comparables sur ce critère-là. Il y avait une différence de suivi entre les 2 groupes, avec un suivi qui était plus important pour les patients de la cohorte GWAS, puisqu'ils avaient été inclus en fait avant les autres patients. Et donc, ça a impacté également le nombre de récidives et le nombre d'instillations qui était plus grand pour la cohorte GWAS. La première phase de notre étude était l'analyse statistique des données de la cohorte GWAS. Donc la première chose à faire était de définir le score de gravité qui était basé sur le stade, sur le grade et la présence de CDF. Ces patients étaient considérés comme graves s'ils avaient un stade supérieur ou égal à T1, un grade égal à G3 et ou s'ils avaient des cardinaux inhibitus. Pour tous les patients, nous avons fait une régression logistique où nous avons mesuré l'association statistique entre les 500 000 polymorphismes génétiques et la gravité, qui nous a permis d'identifier 544 polymorphismes associés de manière significative à la gravité. Ensuite, nous avons fait ce qu'on appelle une analyse bayésienne. En fait, l'objectif était de définir un profil probabiliste et de mesurer ainsi l'importance relative des associations entre les génotypes et la gravité. Et ça, on mesurait finalement des distances statistiques dans un modèle probabiliste. Ça nous a permis d'identifier 16 polymorphismes au final. Et pour chacun de ces polymorphismes, nous avons vérifié les fréquences alléliques et nous avons appliqué ce qu'on appelle une correction de Bonferroni et on a le grand nombre de tests statistiques réalisés. Et cela nous a conduit à sélectionner in fine 4 polymorphismes génétiques les plus intéressants. Voici les résultats de l'analyse en réseau bayésien. On voit que la taille des cercles représente finalement le niveau, la force d'association entre les polymorphismes et la gravité. Et ici, vous avez le tableau qui résume finalement notre analyse statistique. Et en orange, vous avez les 4 polymorphismes qu'on a sélectionnés à la fin en fonction de la fréquence allélique et de la valeur significative de P. Ensuite, nous avons fait le génotypage de notre cohorte de validation, donc les 311 patients. Et donc vous avez ici représenté le résultat de ce génotypage donc pour chacun des 4 polymorphismes. Et on voit que ce génotypage finalement a fonctionné puisque pour chaque polymorphisme, on a bien 3 populations distinctes. En bleu et en rouge, les populations homozygotes pour un génotype donné. Et en vert, les patients hétérozygotes. Avec ces résultats, nous avons donc fait des analyses
statistiques, la première partie de nos analyses se concentrait sur la cohorte de validation. Donc, on a retrouvé un polymorphisme associé de manière significative au risque de développer une tumeur de vessie plus grave. Et donc, c'était le RS 12 61 56 69. Par contre, aucune autre association significative entre les 4 polymorphismes identifiés n'a été mise en évidence pour la récidive et la progression sur notre cohorte de validation. Fait intéressant, nous avons trouvé une association entre l'âge et la gravité des tumeurs de vessie au diagnostic. Nous avons vérifié qu'en multivarié, ce n'était pas un facteur confondant et RS 12 61 56 69 restait associé à la gravité, même après ajustement sur l'âge. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est les résultats de notre analyse sur la cohorte globale. Et donc, ça, c'est le résultat d'une analyse en réseau bayésien qu'on a fait sur notre cohorte globale entre la gravité et le génotype. Et donc, en fait, ce qui nous intéressait, c'était particulièrement ces 3 polymorphismes-là qui étaient associés de manière significative à la gravité lors de cette analyse. Et ça a été retrouvé en faisant une autre analyse en régression logistique simple. Et donc, on avait bien 3 polymorphismes qui étaient associés de manière significative à la gravité des tumeurs de vessie non infiltrantes au moment du diagnostic. Pour la progression, sur l'analyse de la cohorte globale, on a 2 polymorphismes qui étaient associés de manière significative au risque de progresser à 5 ans. Et il n'y avait aucune association significative pour la récidive. Donc, quelle explication fonctionnelle peut-on donner à ces résultats et notamment à des résultats qui incluent des polymorphismes génétiques? Donc, pour résumer, on a 3 polymorphismes associés à la gravité, 2 polymorphismes associés à la progression des tumeurs de vessie non infiltrantes. Une première explication pourrait être que les polymorphismes soient situés à proximité dans des gènes qui soient associés à la carcinogénèse des tumeurs de vessie. Ils peuvent être dans des exons, induire des mutations synonymes ou non synonymes, donc qui pourraient induire par exemple des protéines tronquées, une modification de la fonction de la protéine, ou ils pourraient être au contraire dans un intron et une des conséquences pourrait être un changement du site d'églissage dans ce cas-là. Ça, c'est une partie de l'explication potentielle. Une autre explication pourrait être que les polymorphismes modulent l'expression des gènes, et ça, c'est des analyses quantitatives génétiques qui pourraient permettre de le montrer. Alors, on va voir si ces explications s'appliquent ou non au polymorphisme qu'on a identifié. Le premier, donc RS 12 61 56 69, c'est celui qui nous a finalement quasiment le plus intéressé puisqu'il a été retrouvé, que ce soit dans la cohorte géoise, dans la cohorte de validation ou dans notre cohorte globale, à chaque fois il était associé de manière significative à la gravité. Et alors, ce polymorphisme, il est proche d'un gène, le gène HNRN-DNL, qui est un suppresseur de métastases d'un cancer colorectal. Il a également été montré que ce gène était transcrit de fusion et qu'il pouvait être associé au développement des tumeurs de vessie non infiltrantes du muscle. Et finalement aussi, ce gène a été associé au mauvais pronostic de la progression des tumeurs de vessie non infiltrantes. Alors ça, c'était dans une étude in vitro sur des lignées cellulaires de vessie lorsqu'on inhibait l'expression du gène. Pour le deuxième polymorphisme d'intérêt, donc RS 29 89 764, ce polymorphisme il était associé à la gravité et à la progression tumeur de vessie sur la cohorte globale et il est localisé dans un gène FCN1 qui code une protéine du tissu conjonctif. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait une analyse en IQTL, donc une analyse quantitative, on se rend compte que le génotype de ce polymorphisme conditionne, a une influence sur l'expression, le niveau d'expression du gène. Donc, par exemple, vous voyez ici sur ce schéma que pour un génotype GG, on a une expression du gène qui est plus élevée que pour le génotype A. La deuxième partie de notre analyse, c'est que quand on fait une analyse de survie en fonction de l'expression de FCN1 dans les tumeurs de vessie, on se rend compte que la survie à 5 ans est mesurée à 45% pour les patients qui ont une faible expression de ce gène, contre 35% pour les patients qui ont une forte expression. Donc plus l'expression du gène FCN1 est élevée, moins la survie est bonne. Et donc quand on met ces deux résultats, on se rend compte que finalement, ce polymorphisme génétique peut être un marqueur finalement de survie, étant donné ces résultats. Le dernier polymorphisme qu'on a identifié, qui est RS 49 76 845, il était associé à la gravité et à la progression des tumeurs de vessie non infiltrantes, était localisé dans l'intron du gène MYO16, qui a un rôle de régulation dans le cycle cellulaire. Par contre, il n'y a aucun lien de causalité
directe entre ce gène et la carcinogénèse qui ont été mises en évidence et pas d'analyse quantitative qui ont été réalisées à ce jour. Donc en conclusion, notre étude a permis de mettre en évidence 3 polymorphismes associés à la gravité des tumeurs de vessie non infiltrantes et 2 polymorphismes associés à la progression de ces tumeurs. Alors quelle est la perspective? Comment pourrons-nous utiliser ces résultats? L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir affiner l'évaluation du risque individuel de récidive et de progression pour les patients et de créer en fait un score composite avec des données issues du génotypage des patients et des données issues de l'analyse des histologiques, des pièces de résection et des données cliniques. Et ainsi, donc voilà, de pouvoir améliorer l'estimation du risque individuel et d'améliorer le suivi des malades et éventuellement également leur traitement avec pour but final d'améliorer la survie. Et donc ça, c'est des choses qui ont déjà été faites dans d'autres spécialités, notamment en gynécologie, en oncologie gynécologique, dans le cancer du sein, où ils ont créé des scores qui amélioraient l'évaluation du risque individuel pour les patients. Je vous remercie de votre attention. J'en profite pour remercier tous les gens de mon laboratoire qui m'ont aidé à obtenir ces résultats. Et je transmets mon amitié également au docteur Béraud, qui est présent avec vous, qui est un de mes maîtres. Voilà, je vous en profite pour le saluer. Merci beaucoup. Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît? Oui, merci. Ça. Merci. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une petite question sur le choix des polymorphismes. Il y en avait 500 000, mais à la base, vous les avez choisis comment? Nous avons fait les 3 analyses statistiques successives. Alors la première, c'était une régression logistique simple, où on a mesuré simplement l'association entre le génotype des 500 000 polymorphismes et la gravité. C'est une analyse mathématique assez poussée, il y a énormément de tests statistiques, qui est catalysée au sein du TEA à Paris. Et ensuite, la partie un peu nébuleuse, finalement, c'est l'analyse d'un réseau bayésien, puisque en fait on mesure d'une part la force d'association entre la gravité et le génotype, mais également en incluant d'autres paramètres cliniques qui nous permettent de constituer ce qu'on appelle un réseau bayésien et de mesurer ainsi les forces d'association entre le génotype des polymorphismes et la gravité. Et en fait, on appelle ça une analyse dans le bayésien, on appelle ça une l'intelligence artificielle, c'est bien très ouvert. Mais effectivement, on mesure des forces d'association, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû mathématiquement, mais c'est faire. Et est-ce que ça vaut le coup de regarder dans les tumeurs ou ça dans le tissu tumoral, ou ça n'a pas grand intérêt de regarder les mêmes polymorphismes? Les polymorphismes génétiques, c'est quelque chose qu'on a de manière constitutionnelle, c'est sur la ligne constitutionnelle des patients, et donc il n'y a pas de polymorphisme identifié au niveau des tumeurs. Et justement, l'intérêt pour nous, c'est de proposer un modèle de dépistage diagnostique facile, qui est accessible au moment du diagnostic, c'est-à-dire dès qu'on a l'anapathie du patient, on peut lui faire une simple prise de soin, génotyper cette polymorphisme génétique et définir un risque de gravité assez rapidement. Voilà. Ok, merci. Oui, merci. Moi, j'avais juste 2 petites questions. D'abord, c'est un test simple? Très simple. Ça dépend de l'échelle à laquelle on le fait, mais ça varie entre 10 € si on fait à très grande échelle, jusqu'à 50 € si c'est à moins grande échelle. Et on peut le faire dans tous les hôpitaux? Tous les hôpitaux, quand on a parlé de PCR, qui ont des annonces spécifiques, il faut les commander, mais c'est vraiment facile d'accès. Et deuxièmement, alors ça va vous amener à proposer plus facilement une immunothérapie, par exemple, associée à l'injection de BCG, ou quelle est l'attitude pratique que ça va amener? Exactement. Ce qu'il faut comprendre, notre but, c'est d'une part d'améliorer le suivi des patients, parce que, étant donné qu'il y a une population très hétérogène au sein des patients qui ont une tumeur de vessie non infiltrante, il y a certains patients qui vont être perdus dans la nature, alors qu'en fait, ils ont un risque très élevé d'optimiser et de progresser. Donc, d'une part, c'est pour ces patients-là de bien cadrer leur suivi et d'améliorer le suivi des patients.
tumeur assez agressive avec en plus des marqueurs génétiques, il faudra évaluer si, pour ces patients-là, proposer un traitement plus agressif, entre guillemets, d'emblée, aurait un bénéfice ou non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Louis Hérault. Vous pouvez venir, monsieur. Vous pouvez venir au public. On ne vous entendra pas. Jean-Louis Béraud, merci Louis. Est-ce que ça peut ouvrir des horizons dans d'autres pathologies, soit urologiques, soit autres, pour des données pronostiques? Parce qu'en t'écoutant, on a l'impression que ça va pouvoir avoir des développements très intéressants dans beaucoup de pathologies digestives ou urologiques ou gynéco, etc. Oui, je pense que alors, les analyses de polymorphisme génétique, il n'y a pas encore d'application clinique validée. Ça, c'est la première chose, mais ces études, ça fait quand même une dizaine d'années que c'est en cours, et les premières études ont permis de montrer une association entre le risque de développer une pathologie et un génotype donné pour un polymorphisme donné. Donc en fait, on prenait des patients qui n'avaient pas des populations contrôlées qui n'étaient pas atteintes, des populations de patients atteints d'une certaine pathologie, et avec ces populations-là, on a permis de montrer que certains polymorphismes induisaient un surrisque de développer une pathologie. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, maintenant, et plusieurs études sont en cours, que ce soit en gynéco, comme je l'ai montré, ou en urologie, c'est de montrer que ces polymorphismes, pour des patients déjà atteints, induisent un risque d'avoir une pathologie plus grave. Donc ça, c'est un peu la deuxième phase, si vous voulez, et pour l'instant, c'est en cours d'évaluation, il n'y a pas de résultat clair, à part que vous pouvez montrer pour les patients atteints de cancer du sein, pour les patients atteints de cancer du sein, on voit qu'il y a un peu de risque de récidive pour ces patients-là, avec les polymorphismes. Mais ça n'a pas encore eu d'application clinique clairement démontrée et validée sur des populations de validation. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc on va clore cette session.